7h45, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Pas de réouverture de stations de ski, c'est officiel, enfin pour les remontées en tout cas. Restaurants et bars aussi qui voient à peine l'horizon en avril. Êtes-vous d'accord avec ces annonces, ce plan du gouvernement ? Il y a beaucoup d'incohérences et c'est pour ça que les citoyens comprennent pas bien. On peut aller s'entasser dans les centres commerciaux et on pourrait pas s'asseoir sur un télésiège tout seul au grand air. Je pense que c'est ça qui pose problème. Il y a beaucoup d'incohérences et donc d'incompréhension des citoyens vis-à-vis des mesures qui sont pour le moins discutables, en tout cas incompréhensibles. Incompréhensible. C'est le principe de précaution porté au maximum, quoi, non, en quelque sorte. C'est un principe de précaution qui n'est pas appliqué partout de la même façon. Je vous le répète. Oui. Je allais dans un centre commercial samedi dernier, par exemple. Oui. Non, c'est pas au grand air. On a beau me dire qu'on compte à l'entrée, je suis pas convaincu. Puis on est quand même serré. Oui. Une station de sport d'hiver, on peut appliquer des gestes barrières comme devant un magasin en disant on a dans la file d'attente respecter 1 mètre ou 1,50 m, en mettant une seule personne sur un télésiège. Voilà. Ce que je vois, c'est que ça a des conséquences dramatiques pour des vallées et puis pour des populations, parce que c'est des milliers d'emplois. On parle beaucoup d'économie, mais c'est des milliers d'emplois de saisonniers qui travaillent 3 ou 4 mois par an, en tout cas dans ces conditions, et là qui vont avoir eux aussi une saison blanche. Oui, c'est ça, de la casse sociale également. C'est au niveau social, dans certains petite ville, vallée, une catastrophe. Oui, la question est un peu sur le bénéfice-risque finalement. Hein, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir ou pas, en fait, que ce soit donc pour les stations, mais également pour les restaurants, pour les cafés, quoi. Le propos, c'est Est-ce qu'il est bien calculé par le gouvernement, quoi ? Le propos, c'est pas de dire il faut pas se protéger. C'est pourquoi il y a des mesures dans certains endroits d'une certaine façon et tout le contraire dans d'autres. C'est la question de la cohérence qui est posée. Et c'est ça qui n'est pas compris. À moins qu'on me démontre le contraire, en plein air, on a moins de chances d'être contaminé, surtout quand on a un bonnet, des gants, puis un protocole lunettes, avant, que dans un lieu clos. Enfin, voilà, c'est cette cohérence. Donc, l'idée, c'est pas de remettre en cause le fait qu'il faut se protéger. C'est que les mesures, elles doivent s'appliquer de façon cohérente et partout de la même façon. Peut-être parce que les scientifiques disent qu'il y a des variants qui arrivent, le britannique, et ça va être terrible en février-mars. Est-ce que le variant il est plus fort en haut des pistes et pas dans je dis les centres commerciaux parce que c'est un lieu symbolique que tout le monde peut comprendre. Philippe Martinez, vous avez mis en garde en ce début d'année le gouvernement contre la colère qui anime le pays. Alors traditionnellement, c'est parce que vous réclamez des hausses de salaire, vous dénoncez des plans de licenciement, vous en prenez aussi aux patrons. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez en pleine crise sanitaire et puis dans le plus grand flou finalement? La colère, c'est pas, elle est sourde, elle est pas forcément visible, mais elle est très présente. Ce qu'on réclame, c'est plus de justice je viens de vous expliquer, et de cohérence sur un certain nombre de mesures, et puis que le quoi qu'il en coûte, j'ai été un peu raillé sur le fait qu'on nous dit que je dise qu'il n'y avait pas grand chose pour les salariés. On m'a dit 31 milliards, mais le social, par exemple, le chômage partiel, c'est les entreprises qui sont remboursées à 100%. Les salariés ne perçoivent que 84%. En plus, des salariés qui me disent, mais quand on est en chômage partiel, il y a un certain nombre de primes qui n'existent plus. Moi, j'ai entendu des salariés qui perdent 500, 600 euros par mois sur un salaire. Ça pèse à la fin du mois. Donc, c'est plus de justice. Et puis, il faut aussi préparer le lendemain. On a beaucoup parlé des deuxièmes lignes. Vous voyez, quand le gouvernement valide l'augmentation d'un SMIC à 0,99%, c'est-à-dire qu'il y a des technocrates qui ont pris leurs règles à calcul. Le résultat, c'était 0,99. Et ils n'ont même pas eu la décence d'arrondir à 1%. Vous voyez qui est payé au SMIC? C'est bien les salariés du commerce. Il y a besoin de dire oui, vous avez fait des efforts, il faut reconnaître vos qualifications. C'est les questions d'emploi. On va autoriser Sanofi à supprimer encore des emplois. Parce que et puis leur donner de l'argent public
et puis sacrifier la recherche et le développement alors qu'ils ont déjà annoncé depuis un moment qu'ils n'étaient pas en capacité de livrer un vaccin. Là aussi, c'est ça qui génère de la colère et qui mériterait plus d'action du gouvernement. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que la population, comme est-ce que vous avez lancé toute une série de manifestations en ce moment, et puis il n'y a pas beaucoup de mobilisation, les Français sont résignés? Non, il y a des mobilisations, elles sont pas à la hauteur, parce que je vous dis que voilà, ceux qui se disent c'est dans la boîte d'à côté que les licenciements sont annoncés, ils se disent peut-être qu'il faut pas trop se montrer pour éviter que... Mais vous savez, il y a des endroits où il y a des grèves, depuis même des grèves reconductibles. Je pense aux salariés de Grand Puy, Total, en Seine-et-Marne, qui sont en grève reconductible. Il y a des mobilisations tous les jours. Et Jean Castex relance aujourd'hui les concertations avec vous, les partenaires sociaux. Qu'est-ce que vous allez répondre déjà d'une part à ces invitations? Si ma mémoire est bonne, on est invité le 2 février, nous. Le 2 février, oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça sert à quelque chose? On va lui dire que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, qu'il était temps qu'on se revoie, parce qu'on parle beaucoup de concertation et il faut pas que ça soit que des mots. Et puis je vais lui dire ce que je suis en train de vous dire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour les deuxièmes lignes? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ces vagues de licenciements? Qu'est-ce qu'on attend pour conditionnaliser les aides publiques? Voilà, c'est des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Et alors, on va en parler dans un instant. Peut-être encore sur les concertations, les négociations. Emmanuel Macron souhaite continuer à réformer, notamment assurance chômage et retraite. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, doit vous recevoir, je crois que c'est la semaine prochaine, sur l'assurance chômage. Vous allez la rencontrer? Bien sûr. Oui, vous y allez mais parce qu'il faut annuler cette réforme. Vous demandez de l'annulation? Oui, nous on demande ce qu'on avait déjà demandé avant. C'est-à-dire on annule cette réforme et on réfléchit sur la base simple de dire... Moi, je connais aucun jeune qui sorte de l'école en disant mon métier, ça sera chômeur. Enfin, vous en connaissez peut-être. Moi, j'en connais pas. Et donc, le chômage, il est subi. Donc, plutôt que de les pénaliser, de les culpabiliser en diminuant les indemnités, en rétrécissant la période de calcul, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre, premièrement, pour qu'ils trouvent du boulot, mais pendant la période où ils sont au chômage, qu'ils puissent trouver du boulot. Moi, vous connaissez comme moi, ça coûte cher un abonnement téléphonique, un abonnement internet. Vous savez bien que les offres d'emploi maintenant, si vous n'avez pas ça, se déplacer pour aller à un entretien d'embauche, ça coûte cher. C'est ça qu'il faut. Et il y a les jeunes et puis il y a les autres aussi, les plus de 50 ans, parce que eux, ils auront peut-être du mal à retrouver du travail là aujourd'hui, non? Je pense aux jeunes parce que on est vraiment qu'ils soient sortis de l'école et recherchant du boulot, qu'ils soient encore à la fac, ils souffrent. Je suis poli. Mais pour les plus de 50 ans, premièrement, je vous ai dit, avant de licencier, on réfléchit à d'autres alternatives. Et nous, on a fait des propositions pour empêcher des boîtes de fermer. Il y a des reconversions de production, des évolutions de production, il y a de la formation, il faut former. Si on dit, si on n'a pas formé quelqu'un pendant 20 ans, il est temps de le former pour qu'il puisse s'adapter aux technologies nouvelles. Vous voyez. Est-ce que là, en ce moment, il faut rouvrir les universités, ou au moins partiellement? En tout cas, il faut trouver... tout le monde a en tête des images d'avant, des facs et des amphis, où même les marches ne suffisaient pas pour... donc il faut, premièrement, donner des moyens à l'université, en profs, en surface, mais on pourrait innover. Par exemple, ouvrir des salles... à côté des universités ou dans les villes, avec des profs qui demandent qu'à bosser, des contractuels qui demandent qu'à être embauchés, pour permettre plus. Qu'est-ce qui ne va pas justement dans notre système? Alors, c'est l'administration qui est figée, parce qu'on en parle beaucoup, qui n'organise pas tout ça? L'administration Lambaudot, je sais que c'est la petite musique en ce moment. Oui, je sais, mais... Je vous dis ça tranquillement. C'est les orientations politiques. Enfin, la vaccination, au début décembre, il ne fallait pas aller trop vite. Et puis, M. Macron a dû se rendre compte que les sondages n'étaient pas bons. Donc, il a tapé du poing sur la table le 31 décembre en disant on élargit, on ouvre. Il ne fallait pas ouvrir des centres de vaccination, enfin des centres. Puis maintenant, il faut les ouvrir. Puis maintenant, il n'y a plus de vaccins. Donc, c'est vrai. C'est pas les fonctionnaires qui posent problème, c'est les ordres qu'on leur donne. Oui, c'est les ordres, effectivement. Juste d'un mot aussi sur le couvre-feu à 18h, qui pénalise pour un peu le commerce. Certains commerçants voudraient ouvrir le dimanche. Vous êtes favorable à ça ou pas? Notamment pendant la période de solde, mais même peut-être non, parce que si on continue comme ça, il faudra inventer un 8e jour dans la semaine. Nous, on propose que, dans cette période, et ça fera un bon test, les salariés puissent partir un peu plus tôt, ou une après-midi par semaine, on réduit le temps de travail.
ce qui permettra d'éviter les encombrements le samedi et le dimanche. Et puis aux commerçants de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Parce que si tout le monde travaille plus, les commerçants vont être obligés de travailler 24 heures sur 24 bientôt, en dehors des périodes de couvre-feu. Et qui va être bénéficiaire de ça? La grande distribution, parce que c'est d'abord la grande distribution qui se bat pour ouvrir le dimanche, et c'est les petits commerçants qui en souffrent, et ils ne peuvent pas s'aligner. Sur la grande distribution, là vous rejoignez Bruno Le Maire qui s'est opposé à la fusion avec Couche-Tard, le Canadien. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, dit c'est pas normal qu'il y ait ce veto de la part du gouvernement. Ça m'arrive d'être d'accord avec un ministre, même quand il s'appelle Bruno Le Maire, puisque, vous voyez, ce genre de rapprochement, c'est des licenciements, tout le temps. En matière de circuit court, Canada, France, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne solution, notamment au niveau alimentaire. Mais c'est aussi la démonstration que quand le gouvernement veut, il peut freiner des choses. Vous savez, la fameuse phrase « l'État ne peut pas tout ». Oui, il peut quand même. Et j'aimerais bien que Bruno Le Maire fasse aussi ça pour d'autres problèmes dont je vous ai signalé, les licenciements, etc. En tout cas, c'est à signaler. C'est rare que vous soyez d'accord, mais... On est toujours objectif. Oui. Voilà. Philippe Martinez, question avec Cécile Ménébus. Cécile. Oui, vous parliez de vaccin. Alors que le vaccin tarde, Sanofi annonce le licenciement de 400 personnes. Est-ce que il n'y a pas un problème? C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que c'est pas les premiers, les 400 là. C'est la suite de plusieurs années. Et on peut faire la relation entre les licenciements et le fait, comme vous dites, que Sanofi a du mal à trouver un vaccin. Si on supprime des emplois dans la recherche et dans le développement, forcément, on ne trouve plus. Est-ce que c'est là que Bruno Le Maire, justement, devrait... J'allais vous le dire. J'allais vous le dire. Là, l'État peut faire quelque chose parce que Sanofi continue à distribuer de l'argent à ses actionnaires. Donc il y a de l'argent pour maintenir l'emploi. Et puis Sanofi, comme d'autres grandes entreprises, touche des aides de l'État. Vous voyez ? Là, l'État peut faire quelque chose. Parce que s'il y a une industrie où il faut agir, c'est notamment dans l'industrie pharmaceutique. C'est une priorité ? Ça devrait être une priorité. Oui. D'un mot, Philippe Martinez, le passeport vaccinal, vous êtes d'accord ou pas? Et est-ce que les entreprises doivent vacciner dans les entreprises? Sur le passeport, je pense que c'est pas la priorité parce que ça peut générer des discriminations. Quand il n'y a pas de vaccin pour tout le monde, vous voyez, ça pose problème. On verra plus tard. Il y a des vaccins qui sont obligatoires. On verra quand plus tard. Sur la vaccination d'entreprise, oui, à condition qu'il y ait des toubibs, des infirmières dans les boîtes, ce qui n'est pas le cas. La santé. Et puis il y a une différence entre les grandes et les petites boîtes. Et puis, il faut préserver le secret médical. Il ne faut pas que ça soit un sujet de discrimination. Merci Philippe Martinez, Merci à vous. Secrétaire général de la CGT. Elle était l'invité ce matin de Sud Radio.